corrélation, c'est plus la rhinite allergique et la polypose seule, mais j'ai élargi à l'asthme. Mais je ne veux pas être conformiste par rapport à tout ce que nous avons reçu comme idée ancienne. Je dirais que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de relation, mais j'aimerais bien avoir un autre regard par rapport à cette relation. On est à l'ère de la précision en matière de médecine. On est dans la personnalisation, la précision par rapport aux thérapeutiques. Pourquoi je me suis posé la question, est-ce qu'il existe cette relation ou pas? Réellement, dans la pratique, moi je me positionne, je suis rhinologiste, je fais beaucoup de polypose nasopharyngienne, et j'ai vu que mes patients, ils diffusent selon deux voies. Celle de gauche, où nous avons réellement un terrain allergique évident. Toutes ces pathologies-là rentrent dans ce qu'on appelle les IBD. C'est quoi les IBD? Ce sont les inflammatory body disease, avec d'autres pathologies qu'on partage avec d'autres spécialités. Moi, je n'aime pas trop le terme marche atopique parce qu'on est dans la clinique. C'est une marche allergique. L'atopie, il n'y a pas d'expression clinique. Et là, cette marche allergique, elle a un début précoce, avec des yeux systématiques et systémiques. Elle va évoluer selon un mode où il y a un enchaînement d'une dermatite atopique, d'une allergie alimentaire, un asthme, une rhinite allergique, et même à l'âge de 12 ans, on peut avoir une allergie alimentaire. Et quand je vois tous ces patients-là, quand je me pose des questions avec mes patients, je vois mes dossiers, rares sont ceux qui font de la polypose nasocilienne. Ils ne font jamais de polypose nasocilienne. Ils font beaucoup plus des BPCO, et non la polypose nasocilienne. Sur le versant de droite, ce qu'on appelle l'allergie type. Réellement, là, il y a une apparition tardive. Nous avons ces problèmes d'hygiène systémique qui sont bas, et ils sont très présents au niveau de la fosse nasale, sans dans les cas de soit du nares ou de la rhinite locale allergique rhinitis. Inconstamment, on peut avoir une dermatite atopique, ou bien une rhinite allergique, ou bien un asthme. Et ce sont des patients qui font plus de polypose nasocilienne. Et on va essayer de se rapprocher bien par rapport à cette inflammation type 2. C'est vrai, ces dernières années, nous avons assez de connaissances qui sont plus claires et on voit plus clair par rapport à cette inflammation type 2, mais les facteurs déclenchants restent quand même flous pour nous. Par rapport à la polypose nasocilienne, jusqu'à présent, je vois rare mes patients qui font une dermatite atopique ou bien une œsophagite eosinophile. Et pourtant, on insiste. Même dans une simple lésion d'eczéma, je vais la considérer comme une dermatite atopique. Malheureusement, nos confrères dermatologues, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas, mais je vois de moins en moins de dermatite atopique et des. Est-ce que je peux conclure qu'il n'y a pas de relation du tout avec la polypose? La question reste posée. Par rapport à la rhinite allergique, c'est vrai, depuis la nuit des temps, mon ami est là, on parle de cette même unité, les voies aériennes, les voies supérieures et inférieures, mais la rhinite allergique dans la polypose, elle est retrouvée dans un pourcentage équivalent par rapport à la population générale. Donc c'est un lien qui est vraiment faible. Le seul lien qu'on a retrouvé, c'est avec cette l'asthme, où ça représente réellement une comorbidité pour nous, et à côté de l'asthme, il y a cette allergie à l'aspirine. Donc j'ai essayé de faire une petite revue de la littérature sur cette dizaine d'années où on est sur la même voie de one way, one disease. On a entendu depuis la nuit des temps et on continue à le répéter. Et toutes les publications, elles sont dans cette lettre. Et on se pose la question, est-ce que réellement ça existe, ce one way, ça existe ou pas? Je vais voir la chose autrement. Il y a une théorie quand même assez séduisante. Moi, je ne suis pas un fan de Darwin et de son nouvelle théorie d'évolution, mais l'ontogénèse, elle récapitule la phylogénèse. Donc, le développement du nez humain, il pourrait suivre les mêmes étapes que le nez des autres espèces. Donc, par rapport à la plaque olfactive, elle va se positionner au 5e, 6e, moins tout. Et après, on a une segmentation. Au début, on a un seul nez. Après, il y a une séparation entre les deux. C'est une théorie quand même, reste séduisante. Où à la fin, on arrive à l'histoire des 3 nez. Réellement, nous n'avons pas un seul nez. Nous avons 4. Il y a le nez ici que je laisse de côté. Mais les 3 autres nez, nous avons le nez olfactif. Nous avons le nez respiratoire et nous avons le nez sinusien. Ce sont 3 entités tout à fait différentes. Le nez olfactif,
c'est un vestige embryologique olfactif. Ce n'est pas une muqueuse qu'on la retrouve au niveau des fosses nasales. Donc, pour le moment, on est sur un faux sinus ethmoïdal. Ce n'est ni un sinus, ni un autre nez. Et après, avec la restitution de la chambre olfactive, on se retrouve avec un nez, une masse latérale et une fente olfactive. La fente olfactive responsable de l'olfaction, la masse latérale, c'est le siège de la polypose naso-sinusienne. Un papier intéressant, c'est sur comment on a ces polypes-là. On s'est inspiré de l'expérimentation pour simuler l'atteinte rhinosinusienne, celle de l'être humain. L'auteur a pris 4 groupes, un groupe contrôle, un groupe où il a injecté l'autorbénile pour déclencher la rhinite allergique, un autre groupe où il a pris contact de la muqueuse avec le streptocoque, l'antirotoxine streptocoque du streptocoque, le sel, et un autre groupe OVA plus sel. Après, ils ont fait un prélèvement sanguin, un prélèvement au niveau du lavage nasal, il y a un prélèvement au niveau broncho-alvéolaire avec des biopsies au niveau de la muqueuse. Quels sont ces résultats? Vous voyez, c'est une eosinophilique infiltration et tout. Moi, j'ai encadré ce qui n'est pas, c'est ce problème d'atteinte de la jonction qui n'est pas présente chez les murins, mais plutôt elle est présente chez la rhinite allergique de l'homme et la polypose. Mais devant l'œdème et la formation des polyposes, on ne voit pas dans la rhinite allergique, mais plutôt ça reste la spécificité de l'être humain de développer cette polypose naso-sinusienne. Donc, quel est l'élément à blâmer dans tout ça? C'est vrai, dans la physiopathologie, les mastocytes, les éosinophiles et tout. Et tout ce qui est actuellement admis, c'est un problème. Toutes ces maladies respiratoires, et surtout dans la polypose, c'est cette rupture de la barrière épithéliale. Ce sont des jonctions cellules qui forment des connexions extracellulaires et même intracellulaires. Une fois nous avons une atteinte de ces jonctions-là, c'est le début, le déclenchement de la maladie inflammatoire. Je vois de très près, sur le plan moléculaire, 2 papiers intéressants où nous avons pu identifier le micro-RNA 155P qui va réguler l'activité de TH dans les rhinites allergiques, mais pour la polypose, c'est un mRNA 205P qui peut polariser l'atteinte inflammation type 2 dans ces rhinosinusites chroniques avec polype. Ce qu'on peut tirer en conclusion par rapport à ça, c'est faire attention à la thérapie, probablement être une voie de la thérapie génique. Là, je vais m'étaler aux voies aériennes supérieures. C'est vrai, depuis un bout de temps, ils nous disent que voilà, nous sommes devant une muqueuse identique, mais là, il y a beaucoup de différences. Si on voit entre les voies aériennes supérieures et inférieures, il y a une différence dans l'embryologie, dans l'histologie, dans le microbiome, dans l'atteinte du système mucociliaire et dans les réactions immunologiques au niveau de cette muqueuse. Sur le plan embryologique, il faut savoir que les fosses nasales naissent d'un épaississement ectodermique, à l'inverse des voies pulmonaires inférieures, il provient de l'endoderme. Donc, ce sont 2 entités embryologiquement différentes. Sur le plan histologique, cette notion de one way, c'est un concept qui doit être révisé, où on est amené à voir le remodelage. Le remodelage au niveau des branches se fait surtout par une restriction, alors qu'au niveau des fosses nasales, on peut avoir un remodelage sous forme de polype au niveau de la polypose naso-sinusienne, hyperémie avec un remodelage de la muqueuse et par moment la présence de certains polypes sur la muqueuse. Donc histologiquement, on est en face de 2 entités qui sont tout à fait différentes. Sur le plan microbiome, en 2007, le projet sur le microbiome humain a été initié par pas mal de sociétés savantes, et quand vous constatez qu'au niveau des fosses nasales, nous avons un microbiome particulier, où certains sont dans le probiotique, dans le traitement des rhinosinusites chroniques, mais dans les poumons, c'est le microbiome de la cavité buccale et non des fosses nasales. Donc, sur le plan thérapeutique, si on est sur la voie de traitement par les probiotiques, on doit s'adapter à cette situation. Sur le système mucociliaire, il existe une différence importante entre les voies aériennes supérieures et inférieures, où nous avons un système aussi de vascularisation qui est tout à fait différent au niveau des poumons par rapport au niveau des fosses nasales. Ça a été prouvé par pas mal d'études par rapport à ça. Sur le plan immunologique,
Vous voyez en bas la réaction du système immunitaire face au système de la réaction des muqueuses par rapport au rhinovirus, par rapport à la cigarette. Il est tout à fait différent sur la face gauche par rapport à celle de droite. Sur les approches omides, c'est quoi les approches omides? Ce sont des techniques qui associent la chimie analytique, la biochimie et la biologie moléculaire. C'est l'utilisation de ce séquençage d'ARN où nous avons identifié six types de cellules, c'est basales cylindriques, basales non cylindriques, subbasales, les cellules en gobelet qui sont incriminées aussi dans la polypose et les cellules multiciliées. Deux choses qui sont distinctes au niveau des voies aériennes supérieures et celles des voies aériennes inférieures. On constate que les ionocytes sont rares au niveau des branches. Donc, si réellement on n'est pas devant cette one way, one disease, il faut revoir probablement la chose autrement. On essaie d'être dans l'interdisciplinaire et raisonner globalement et être dans le global airway avec des spécificités de chaque étage, le système olfactif, le nez et les branches. Et l'environnement est un élément important pour déclencher les pathologies à différents niveaux, avec parfois des chevauchements au niveau de ces pathologies. On parle plutôt de chevauchement que d'effet de causalité ou bien d'effet de lien et relation. L'avantage avec ce Global Airway, c'est qu'on est dans l'interdisciplinaire, mais nous n'avons pas le même langage. Surtout dans les pathologies où nous avons le syndrome de Vidal, les pneumologues, ils ont leur façon d'évaluer la qualité de vie de patient, c'est le ACK, mais à aucun moment dans l'ACK, on retrouve un des items de la tête rhinosinisienne. Une équipe danoise, elle a essayé d'améliorer ces questionnaires-là en proposant un nouvel standard test, c'est le STAR 15, où nous avons, c'est un standard test pour l'asthme, pour la rhinite allergique et la rhinosinusite chronique. Ils ont pris 15 items, ce sont des 15 items qui sont retenus par rapport à des populations et ils sont validés par le groupe GINA, EPOS 2020 et l'ARIA. Donc, si on essaye d'évaluer les patients, on ne va pas l'évaluer secteur par secteur, mais l'évaluer dans la globalité. Pour conclure, devant cette hétérogénéité des IBD ou bien inflammatory body disease, les voies respiratoires supérieures et inférieures, c'est vrai, on nous a appris qu'ils partagent de nombreuses caractéristiques physiologiques et immunologiques, mais il existe également de nombreuses différences qu'il faut tenir en compte parce que c'est un élément crucial et ça sera quelque chose de contributif dans la thérapeutique, surtout dans les thérapies innovantes, afin d'optimiser tous ces traitements des maladies inflammatoires. Moralité, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Je vous remercie.